Amis internautes, bonjour. Vous avez sans doute entendu parler des principales affaires de corruption qui ont touché les deux principaux constructeurs mondiaux durant la décennie précédente. Airbus a payé volontairement 3,6 milliards d'euros d'amende à la justice française, britannique et américaine pour éviter des poursuites pour une affaire de corruption. En 2006, ça a été le cas de Boeing qui a payé une amende de 615 millions de dollars pour mettre fin à des poursuites lancées dans une affaire de corruption dans le marché des avions ravitailleurs de l'armée américaine. Plus loin encore, dans les années 80, citons par exemple l'affaire Augusta Dassault qui a révélé une affaire de corruption pour l'attribution des marchés publics d'hélicoptères de l'armée belge ainsi que l'entretien des chasseurs F-16 de cette armée. Donc on pourrait multiplier les exemples, les affaires ne manquent pas. Mais les affaires de corruption en matière d'aéronautique, elles sont en fait aussi vieilles que l'histoire de l'aviation et on compte 100 ans avant, nombre d'histoires où les constructeurs ne reculent devant rien pour provoquer une commande publique ou écarter un concurrent. Voici donc quelques histoires particulièrement cocasses dans ce premier numéro d'Aéromagouille. Aéromagouille. En France, la première affaire commence avec le vol du premier avion. Le premier avion, véritablement fiable, je ne veux pas blesser Clément Ader, mais le premier avion fiable à s'élever en France, c'est le Flyer des frères Wright. En 1908, il vient faire des démonstrations sur le camp d'Auvour, près du Mans, devant une foule d'ailleurs de personnalités civiles et militaires. Il offre quelques baptêmes de l'air. Et quand je dis que c'est le premier avion fiable, c'est le premier avion qui peut décoller, voler sur un point et revenir et se poser. Il peut décoller seulement à partir d'un rail et il va en fait très vite être dépassé, c'est l'affaire de quelques mois, par les avions qui sont réalisés par les constructeurs français. Mais peu importe, au moment où il est à Auvour et il fait ses démonstrations, vous voyez là des magnifiques autochromes de cette performance, et bien il fait sensation. Et bien Wilbur Wright, que vous voyez là, il va être contacté par le sénateur Charles Humbert, qui va lui dire tout de go, moi je m'occupe de vous décrocher des commandes de l'armée française à condition que vous me versiez une commission de 250 000 francs, soit l'équivalent de 4 200 000 euros actuels. Eh bien, Wilbur Wright n'y donne pas suite. Il se fera d'ailleurs commander son appareil en quelques exemplaires par l'armée française, mais il en vendra en fait assez peu parce que très vite on va s'orienter vers des commandes d'appareils européens bien plus performants. Le sénateur Charles Humbert, c'est un parlementaire affairiste de la Troisième République et il est bien connu pour les affaires de corruption qui ont touché le milieu de l'aéronautique. Je vous invite à vous reporter à la vidéo que j'avais faite, où je parle notamment de lui, qui concerne le Samson 2A2. Il était rémunéré par la société Samson avant la Première Guerre mondiale, qui lui a versé des actions et eh bien, tout ce qu'il décrochait en commande publique pour la société Samson, il n'a réussi à le faire qu'au début de la guerre, véritablement. Eh bien, la société Samson a pris de l'importance et le bon sénateur Humbert, en 1916, il a revendu ses actions en faisant un juteux bénéfice, vous imaginez. Eh bien, intéressons-nous à une de ces affaires qui a impliqué le bon sénateur, qui a pris part à une cabale pour faire tomber un ministre coupable à ses yeux d'avoir, aux yeux de constructeurs français, d'avoir commandé carrément des matériels de guerre à l'étranger. Le ministre en question, c'est lui, c'est le jeune député René Besnard, qui entre au gouvernement, il a 30 ans au moment des faits, et il entre dans le gouvernement d'Aristide Briand le 15 septembre 1915 en tant que, pas ministre en fait, mais exactement sous-secrétaire d'État à l'aviation militaire. À ce moment-là, l'aviation française de reconnaissance connaît une difficulté technique, c'est qu'elle est équipée d'avions dont le moteur est propulsif, c'est-à-dire situé à l'arrière du pilote. Tout le problème, c'est qu'on est à l'époque où apparaissent les premiers chasseurs allemands qui attaquent par l'arrière et impossible de se défendre quand vous avez l'hélice derrière. Si vous tirez à travers l'hélice, vous la brisez. Donc c'est un vrai problème. Et les constructeurs d'avions français, notamment la société Farman, ils ne sont pas pressés, véritablement pressés pour changer de modèle. On ne change pas une formule qui gagne. Ils ont des commandes publiques, ils engrangent les commandes publiques et il n'y a qu'à produire. René Besnard, lui, ni une ni deux, puisque les constructeurs français ne veulent pas, je vais aller m'approvisionner à l'étranger. Et la jeune société Sopris
une société britannique, sort un appareil prometteur à moteur tractif, c'est-à-dire situé devant le pilote, le Sopwith 1,5 Strutter que vous voyez là. Sitôt dit, sitôt fait, donc le ministre part visiter l'usine Sopwith, commande 6 avions d'évaluation qui sont envoyés sur le front, testés en escadrille, et surtout il négocie une licence de production avec le constructeur Sopwith pour faire en sorte que des usines françaises le construisent sous licence. On devine que les constructeurs français qui se font imposer ça sont furieux qu'on leur impose un appareil étranger plutôt que de commander une de leurs propres réalisations. Mais René Besnard va encore plus loin dans l'affront auprès des industriels français, c'est qu'il va faire exactement la même chose pour un moteur. Il faut savoir que les motoristes français sont les premiers du monde à cette époque-là. La France a la première industrie de moteurs de voitures et qui se reconvertissent évidemment dans la production de moteurs d'avions, entre autres. Là, René Besnard va commander un moteur à 8 cylindres en V, qui développe à peu près 150 chevaux. Il va la commander à la société espagnole, à capitaux suisses aussi, Hispano-Suiza. C'est le moteur Hispano-Suiza 8A que vous voyez là. Et qui va équiper avec grand bonheur le principal chasseur français de la guerre, le SPAD. Ce moteur, je disais, développe 150 chevaux. Il va être poussé dans d'autres versions pour aller jusqu'à 220 chevaux à la fin de la guerre et équipera, lui, les derniers modèles de SPAD. Donc, aux constructeurs aéronautiques mécontents s'ajoutent les motoristes mécontents. Ça commence à faire du monde. C'est un puissant lobby, je vous disais. Eh bien, comme par hasard, fin 1915, une campagne de presse va commencer contre René Besnard. Cette campagne de presse, elle est lancée par un quotidien qui s'appelle Le Journal, dont le directeur politique est, devinez qui, le bon sénateur Humbert. D'autres journaux vont se joindre à cette campagne de presse. Et d'un autre côté, on a un journaliste à l'Humanité qui s'appelle Victor Snell et qui va devenir rédacteur en chef du Canard enchaîné après la guerre. Et lui, il écrit un article assez humoristique qui dit « Non seulement j'avoue, mais encore je proclame que je suis complètement ignorant en matière d'aéronautique. Je n'ai pas bénéficié de ce véritable miracle intellectuel et technique qui fait que du jour au lendemain, des journalistes, des députés, des sénateurs se sont donné une opinion péremptoire et définitive sur les problèmes les plus délicats de l'aviation et se sont mis à en écrire. Chacun a découvert en soi un expert qui sommeille. Et ce fut soudain un débordement d'articles. Pan sur le nez du sous-secrétaire d'État. La guerre dure depuis 18 mois et il n'y a pas 3 semaines que l'on sait que si les Allemands sont à Noyon, la faute en est à monsieur René Besnard. Il se peut, mais c'est vraiment improbable. Et avec toute l'incompétence dont je me targue, je peux dire que ce mouvement quasi général a été précisément trop général et trop spontané pour me pas sembler un peu suspect. Donc évidemment, dans l'article, il pointe un mouvement de constructeurs évincé par les décisions du sous-secrétaire d'État et il dit que ils n'hésitèrent pas à créer une crise qui prit des allures de scandale. Je me dis que peut-être ils ne sont pas pour rien dans cette rage subitement déchaînée. Je n'en sais rien, mais est-ce tellement invraisemblable ? Ceci dit, la campagne de presse ne va pas suffire à faire tomber le sous-secrétaire d'État, qui est défendu par Aristide Briand. Mais tous ces gens-là, menés par le sénateur Humbert, ils vont parvenir à leur fin. Et il va leur falloir un prétexte, ça va être un Zeppelin, le LZ-79, qui fait de nuit une incursion sur la capitale, où il lance quelques bombes qui font quelques dégâts et victimes. Et alors que l'aviation française qui défend Paris, le camp retranché de Paris, décolle, le Zeppelin fait comme d'habitude, dans ces cas-là, il prend de l'altitude pour se mettre hors de portée des avions, qui ne peuvent pas atteindre cette altitude. Alors on a un avion, vous voyez là sur cette aquarelle, un Farman qui est arrivé péniblement à peu près en dessous et qui a tiré quelques coups de feu, évidemment sans résultat. Le Zeppelin s'échappe de Paris en jouant un cache-cache avec les nuages et s'en va. Mais il y a un appareil, un voisin canon que vous voyez là, qui est piloté par le sous-lieutenant Jacques de Lesseps, un des fils du célèbre Ferdinand de Lesseps. Il parvient donc à retrouver le Zeppelin et son mitrailleur qui est situé en place avant, avec le canon de 37 mm, il va lui tirer obus après obus, c'est compliqué, il faut qu'il prenne son élan, qu'il cabre l'avion, tire le coup de canon et ainsi de suite. Mais il va le poursuivre pendant quelques temps et lui tirer des obus. C'est pas suffisant, le Zeppelin s'en va. Donc cette attaque de Zeppelin
vaut au ministre de la guerre en titre, le général Gallieni, c'est le héros de la Marne, c'est celui qui a provoqué, on dira, la bataille de la Marne et qui était chargé de la défense de la capitale. Donc c'est un véritable héros dans l'opinion. En 1916, il est ministre de la guerre, c'est quelqu'un qui est difficile d'attaquer. Mais on ne va pas hésiter à s'en prendre à son sous-secrétaire d'État à l'aviation militaire. Donc Gallieni et Besnard sont convoqués par la commission de l'armée du Sénat, où siège évidemment le bon sénateur Humbert. Eh bien, ceux qui vont mener la curée, ça va pas tellement être Humbert, mais il va avoir pour allié de circonstance Georges Clemenceau. Georges Clemenceau, tout simplement parce que lui, il a envie d'en découdre avec le Premier ministre de l'époque, qui est son rival politique, Aristide Briand. Et dans cette commission, il y a plusieurs de ses alliés. Un certain Raphaël Millès-Lacroix et Henri Chéron, deux sénateurs qui étaient de ses ministres quand il était au pouvoir en 1908. Et vous avez même un autre sénateur qui s'appelle Henri Béranger, qui sera un de ses futurs ministres quand il lui parviendra au pouvoir en 1918. Il a aussi un autre allié qui s'appelle Paul Strauss. Et au milieu de tous ces barbichus, eh bien, il y a le sénateur Charles Humbert, qui est ravi. Alors évidemment, on n'ose pas s'en prendre au général ministre Gallieni, je vous disais, mais par contre, on va tomber à bras raccourcis sur le sous-secrétaire d'État. Et on auditionne le sous-lieutenant Jacques de Lesseps, qui vient pleurer en disant que ne pas avoir pu descendre ce zeppelin est le plus grand regret de sa vie. Alors l'enquête parlementaire, on essaie de trouver quelque chose et on montre un dysfonctionnement dans la défense de la capitale. Le 14 octobre 1915, le commandant Leclerc, qui commande la production d'obus, qui commande le camp retranché de Paris, a demandé à ce qu'on lui donne des obus incendiaires pour les voisins canons. Et oui, si Lesseps avait eu des obus incendiaires, il aurait peut-être pu enflammer le Zeppelin. Donc des obus incendiaires ont bien été commandés aux usines du Creusot. Ils ont été réceptionnés le 20 janvier 1916 et Besnard les a fait entreposer aux deuxièmes réserves à la disposition de l'autorité militaire. Mais l'autorité militaire ne les a pas fait livrer au camp retranché de Paris. Bon, ce petit détail ne les impressionne pas. Quand a lieu le raid du 29 au 30 janvier, et donc de Lesseps n'est pas équipé d'obus incendiaires, et en tout cas, Clemenceau et ses amis rendent le sous-secrétaire d'État responsable de ce couac, lequel se défend en disant « Je ne suis pas responsable de la deuxième réserve, qui n'appartient même pas à la zone de l'intérieur et qui est sous les ordres du commandement militaire. Mon rôle, tel qu'il a été défini jusqu'à présent, se borne à donner aux réserves les quantités de projectiles d'avion qui sont nécessaires. Si ce rôle doit être différent, qu'on me le dise. Je suis prêt à accepter toutes les autres responsabilités de ma fonction, mais je ne voudrais pas endosser celles, justement, qui ne sont pas les miennes. » Donc il est très vexé par ses politiques, et pour tout dire, il n'est pas tellement défendu par le général Gallieni, qui est le ministre de la guerre, et qui n'aime pas avoir un sous-secrétaire d'État qui s'occupe de quelque chose dont il aimerait s'occuper lui. Donc Besnard, blessé par les critiques, démissionne, il quitte la commission du Sénat en disant « J'en ai assez d'être un bouc émissaire, je m'en vais ». Il rédige sa lettre de démission le jour même, et elle est effective le 8 février 1916, après un ultime conseil des ministres. Mais de ce fait, il n'y aura pas de nouveau sous-secrétaire d'État à l'aviation militaire. Ces attributions vont être récupérées directement par le ministre de la guerre et, dans les faits, confiées à un militaire, le colonel Henri-Jacques Régnier, qui est le simple directeur de la 12e direction du ministère de la guerre, placé sous les ordres directs du ministre. Mais quelqu'un, en tout cas, de bien plus malléable aux conseils et recommandations des sénateurs qu'un politique. Une décision malheureuse qui va écarter le contrôle civil sur l'aéronautique militaire et dont les sénateurs en portent toute la responsabilité. Le plus cruel dans cette histoire, c'est que le LZ-79, le Zeppelin, qui a fait parmi ses victimes le sous-secrétaire d'État René Besnard, eh bien, il a perdu du gaz du fait des tirs du mitrailleur de Lesseps, et il a dû se poser d'urgence en pleine nature en tentant de revenir à sa base en Belgique. Il est rentré dans une maison, il s'est encastré dans une maison et il a été détruit. Alors voilà, une belle aéromagouille, comment avoir la peau d'un ministre qui est coupable de ne pas commander des matériels de guerre, aussi bons soient-ils, à des industriels français. Chez nos voisins d'outre-Rhin, il y a eu d'autres histoires assez cocasses. La plus amusante est celle-ci. Quand les États-Unis entrent en guerre, au mois d'avril 1917, du côté de la France et de l'Angleterre, l'Allemagne sait que l'arrivée sur le front de troupes américaines, ça ne va pas se faire tout de suite. Les Américains n'ont pas d'armée, n'ont pas d'aviation, il leur faudra du temps, à peu près un an, pour s'équiper et pour s'entraîner.
Mais donc les autorités militaires allemandes ne vont pas rester les bras croisés et savent qu'ils vont être mis en situation d'infériorité numérique importante pendant l'année 1918 s'ils ne réagissent pas. Alors précisément, ils réagissent et ils mettent au point un programme d'expansion drastique de leur force aérienne qui s'appelle l'America Programme. Évidemment, l'accent est mis sur la production de chasseurs pour tenter de contrer cette supériorité numérique attendue. Donc pour avoir des chasseurs, il faut construire de nouveaux modèles performants. Donc l'état-major organise des compétitions de prototypes où les constructeurs allemands peuvent présenter plusieurs modèles qui sont essayés par les meilleurs pilotes de chasse rappelés du front sur l'aérodrome berlinois d'Aldershausen. Donc la première de ces compétitions, elle a lieu du 20 janvier au 12 février 1918, où là, il y a carrément 33 modèles de chasseurs qui sont produits par 13 compagnies différentes qui sont présentés. Et vous avez le célèbre as Manfred von Richthofen, lui-même, qui participe aux essais. Donc c'est la firme Fokker, qui est créée par le jeune pilote hollandais Anthony Fokker, qui, il a 28 ans à l'époque, qui remporte la compétition avec son chasseur, le Fokker D7, que vous voyez là, qui est aussitôt mis en production et qui va être livré aux escadrilles de chasse allemandes, les Jasta, dès le printemps 1918. Alors que les offensives allemandes de la dernière chance, qui sont lancées sur le front occidental, sont déjà entamées. Et parmi les nombreux perdants, eh bien, il y a la firme Pfalz, qui misait sur son avion et qui repart bredouille, sans aucune commande. Bon, c'est pas grave, hein. Il y a une autre compétition qui a lieu du 27 mai au 28 juin 1918, avec 37 modèles de chasseurs qui sont présentés par 12 compagnies différentes. Manfred von Richthofen n'est plus là pour les essayer. Il est mort au combat le 21 avril. Mais il y a de nombreux autres as qui sont là. Et devinez quoi, c'est encore Fokker qui rafle la mise, avec un autre modèle, le Fokker D8, c'est un monoplan à l'aile haute que vous voyez là. Mais la production va être rapidement arrêtée suite aux fragilités des fixations de l'aile de l'appareil. Donc c'est encore une déception pour la société Pfalz, qui misait gros sur son chasseur, le Pfalz D12. Et qui, lot de consommation, a quand même reçu une commande de l'aviation bavaroise, qui était autonome par rapport à l'aviation allemande. Les Pfalz D12 ont servi dans les escadrilles de chasse bavaroises. Mais pour les fondateurs de la Pfalz Flugzeugwerk, dont les usines sont à Speer, dans le Palatinat se dit Pfalz en allemand, pas question évidemment de se laisser damer le pion une fois de plus dans la troisième compétition qui va être organisée au mois d'octobre 1918. Et pour laquelle la société va présenter un dérivé du Pfalz 12, le Pfalz 15. Et là, il faut absolument battre Fokker. Mais à bien y penser, est-ce que Fokker a remporté les compétitions précédentes sur les seules qualités de ses appareils? On peut en douter, parce que depuis les premiers appareils qui ont été vendus à l'aviation allemande par Fokker, et notamment le Fokker Eindecker, un avion monoplan, le premier chasseur qui est entré en service en 1915, le jeune Anthony Fokker, lui, c'est un citoyen hollandais, s'est toujours appuyé sur les pilotes allemands qui volaient au front pour faire valoir ses avions devant les commandants qui sont dans les bureaux à Berlin et d'avoir de solides arguments à opposer à ceux des bureaucrates. Donc il passe beaucoup de temps dans les unités opérationnelles, il visite toutes les escadrilles, il n'est pas mobilisé, il est citoyen hollandais, donc il est neutre, hein, il a aucun problème là-dessus. Et il visite les escadrilles, il écoute les avis des pilotes, il vole avec eux. Et à chaque fois qu'ils sont en permission, il les invite à ses usines de Schwerin à passer quelques jours. Et il leur propose à Berlin de superviser leurs loisirs. Il a réservé plein de chambres à l'hôtel Bristol, un des plus luxueux hôtels de Berlin. Il en a toujours de disponibles pour ses invités de marque et il leur dit mais allez vous détendre quelques jours à Berlin. Ou d'ailleurs, il leur fait tout un programme d'animation comprenant les meilleurs restaurants de la ville, des cabarets, des cafés branchés et en plus il a, petit supplément, une large liste d'amis, d'admiratrices, demi-mondaines, qui sont toujours prêtes à partager de tendres expériences avec les jeunes aviateurs. Alors, aussi, monsieur Herr Alfred Eversbusch, qui est le cofondateur de la société Pfalz, qu'il a fondée avec son frère Ernst, il décide de prendre les choses en main pour s'assurer de se mettre les pilotes dans la poche. Et ces pilotes d'ailleurs qui pendant la troisième compétition vont avoir à tester 15 appareils différents qui vont être présentés par 8 constructeurs.
pour être sûr qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles pour le modèle présenté par la Pfalz, Herr Haverbusch réserve le meilleur hôtel de Berlin, c'est-à-dire l'Altorf Hotel, que vous voyez là, qui a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais reconstruit, pas tout à fait à l'identique, mais qui reste de nos jours un des plus beaux hôtels de Berlin. Et donc, dans cet hôtel, il invite tous les pilotes à un repas absolument somptueux. Et vous pouvez voir ici, sur la photo, des invités de marque qui sont assis sur le rang du milieu. Ce sont tous les plus grands as de la chasse. Et ils ont en commun, si vous regardez bien, de porter sur le cou une petite croix. C'est la plus haute décoration de l'Empire allemand, c'est la croix pour le mérite. Donc on peut voir que tous ont cette fameuse croix. Et là, sur cette autre photo, eh bien, vous pouvez voir le festin. Et vous pouvez voir que plusieurs des pilotes sont autour de Herr Alfred Eversbusch. Alors, vous avez au premier plan au milieu Hermann Göring, qu'on ne présente plus, qui était un as à 22 victoires. Vous avez aussi le deuxième à gauche de Herr Eversbusch, vous avez Ernst Udet, qui, après la mort de Richthofen, est l'as des as en titre de l'Allemagne, avec 62 victoires aériennes. Alors, un festin qui a dû coûter fort cher d'ailleurs en ces temps de pénurie, de disette, c'est la guerre. Mais c'est pas tout. Avec le festin, Everbusch a prévu un spectacle. Et il a engagé pour cela la plus grande danseuse d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie, c'est la jeune Autrichienne Lucy Kieselhausen. Elle est âgée seulement 18 ans. Et elle s'est fait connaître pendant la guerre pour ses danses à Vienne, où elle se présente sur scène avec de magnifiques costumes colorés. Alors les quelques images que vous voyez d'elle qui défilent ici ne rendent évidemment pas compte de la couleur de ses costumes. Et vous avez pour ça une céramique qui a été réalisée à Vienne à son effigie. Elle est à cette époque aussi célèbre que la danseuse Isadora Duncan. S'il fallait une comparaison moderne, peut-être qu'il s'agirait de l'équivalent de Beyoncé à l'échelle planétaire. Voilà. Seulement, bon, un spectacle de danse, Herr Everbusch veut vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et aussi, quand il va la voir, il lui demande si elle ne pourrait pas danser entièrement nue. Eh bien, la jeune Lucie demande à sa mère, qui est son impresario, qui s'occupe de sa carrière. La jeune Lucie finit par accepter, à condition qu'il n'y ait pas d'applaudissements à la fin de la performance, et à condition que sa maman soit présente dans les coulisses. Et surtout, elle demande à Herr Alfred Eversbusch une somme de 10 000 Reichsmark, mais pas en billets de banque, en pièces d'or. À la valeur actuelle de l'or, sachant qu'un mark équivalait à 0,36 grammes d'or fin, ça fait une somme supérieure à 200 000 euros. Eh bien, Alfred Eversbusch accepte, et la prestation a lieu. Dans les années 1960, à la fin de sa vie, il s'en souvenait encore avec délice. À ce qu'il en a raconté à un historien américain d'origine allemande, M. Peter Grotz. Mais Grotz, en interrogeant, se souvient aussi que Herr Everbusch avait du mal à avaler son verre de vin, après lui avoir parlé du prix qu'il a dû s'acquitter pour la performance, bien mal les prix qu'il croyait prendre. Non seulement le Pfalz D12 n'a pas remporté la compétition, c'est encore un avion de Fokker qui a raflé la mise avec un autre avion de la société Rumpler. L'autre consolation, pour Pfalz, le gouvernement austro-hongrois s'est montré intéressé par le Pfalz D15 au point d'en passer une commande. Mais quel intérêt? De toute façon, cette commande, comme d'ailleurs toutes les autres commandes d'avions militaires, ne sera jamais exécutée parce que l'armistice, on est au mois d'octobre 1918, entre en application 2 semaines après la fin du concours et mettant fin, comme je disais, à toutes les commandes d'avions militaires. Qui plus est, l'usine Pfalz, qui est à Speer, elle sera saisie par les troupes alliées d'occupation de la Rhénanie et Herr Alfred Everbusch va perdre son outil de production. Il restera dans l'histoire comme celui qui a commandé le pipe show le plus onéreux.